Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Une fois n'est pas coutume, souhaitons un bon anniversaire à la mission locale du bassin de Sarreguemines qui fête ses 20 ans d'existence. Nous passons au sommaire de l'émission. Rencontre avec un passionné de théâtre qui passe prochainement son baccalauréat, Baptiste Marchal aime les planches et les auteurs de théâtre au point d'avoir choisi cette spécialité au bac. Dans le journal, nous reviendrons sur le projet médical de l'Agence régionale de santé pour la Moselle-Est. Nous parlerons emploi à l'occasion du 4e salon de l'emploi de la Grande Région. Au programme également des extraits du gala de danse de fin d'année du foyer culturel de Sarreguemines. Nous évoquerons aussi l'action de l'association Grandir Dignement qui agit depuis Lixin-les-Roulins et Frauenberg en faveur des enfants de Madagascar. Enfin, nous mettrons une blouse et un masque pour suivre 2 apprentis peintres carrossiers qui travaillent sur une voiture de course. Le lundi, c'est le moment de faire le point sur une semaine d'actualité régionale. Nous terminerons ce programme avec Maud Niederkorn pour une semaine en Lorraine. Vous êtes eu en grand sur Mosaïque. Il préfère les pièces des auteurs contemporains aux grands classiques du répertoire. Baptiste Marchal se passionne pour le théâtre au point de l'avoir choisi en spécialité au bac. Portrait de ce lycéen comédien signé Charlotte Gory et Julia Bitran. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est un chat. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas d'enfants. Mais ça n'a rien à voir. Tu parles. J'aime bien jouer en fait et être sur scène. J'avais déjà eu des expériences avant le lycée. Donc j'avais envie d'approfondir, de vraiment découvrir le théâtre. Se fondre dans la peau de personnages, ça coule de source pour Baptiste. Tous les mercredis, il répète avec ses camarades au plateau théâtre du lycée Jean de Pange. Et à tour de rôle, ils jouent leur scène, interprétant toutes sortes de personnages. Je me sens quelqu'un d'autre. Enfin, on peut vraiment se lâcher ici. Devant, quand c'est les camarades de la classe, ça ne nous gêne pas parce qu'on travaille avec eux. Et ça m'a permis de prendre une certaine assurance, en fait. Ce passionné d'écriture est élève en classe de première littéraire. Et cette année, il a bifurqué vers la spécialité théâtre, qui est enseignée normalement à partir de la seconde. J'ai pris théâtre parce que j'aime beaucoup ça. J'en avais déjà fait avant, mais j'ai commencé cette année. Donc c'est quelque chose de nouveau en option, je veux dire. On avait la possibilité de commencer en seconde, mais moi j'ai commencé en première parce que en première, il nous pousse à écrire. On écrit nous-mêmes des scènes, des petits scénarios. Et aussi parce que je suis très attaché, je m'intéresse beaucoup au cinéma. J'aime bien écrire et ça m'intéresserait beaucoup de travailler plus tard dans ce milieu. La spécialité théâtre est dispensée depuis 1993 au lycée Jean de Pange par des professeurs qualifiés en partenariat avec un comédien professionnel. C'est le seul établissement public du département qui propose cette spécialité. Parmi les camarades de Baptiste, certains viennent de loin, spécialement pour le théâtre, et sont du coup hébergés à l'internat. Le théâtre, c'est une expérience très riche, autant au niveau communication avec les personnes avec qui on fait, avec qui on joue, on découvre des trucs. Moi, j'ai fait ça parce que on est un petit groupe. Ils nous disent souvent, on le dit nous-mêmes, qu'on est une sorte de famille en fait, au lycée. Mais j'aime bien le théâtre en général, ça me touche aussi. J'aime bien aller voir des pièces de théâtre. J'ai toujours aimé jouer, quoi. Et ce n'est pas le coefficient 6 au bac qui va lui faire peur. En général, les notes sont bonnes et plus de 95% des élèves en spécialité théâtre réussissent leur bac du premier coup. Quant aux études post-bac, Baptiste n'a pas encore fait son choix, mais a priori, le théâtre ne sera plus qu'un loisir pour lui. Non, dans une vraie maison, il y a un chat qui se promène, qui a ses parcours. Qui pisse partout, oui, pour marquer son territoire. Ce que tu appelles une maison, pour lui, tu n'imagines pas ce que c'est. Un dieu sauvage. Plein d'odeurs. Des odeurs qu'il affectionne, qu'il inspire. Celle de la poubelle, celle du linge sale, et qu'il défend contre les incursions des autres en pissant en 4 coins, régulièrement, 4 fois par jour, de peur que le parfum ne s'atténue.
Et bon vent à Baptiste et à tous les bacheliers, les futurs bacheliers qui commencent leur épreuve le 17 juin prochain. Avis à la population de Sarreguemines, l'INSEE réalise entre le 17 juin et le 20 décembre 2013 une enquête sur le logement en France. L'objectif est de décrire le parc de logements et les conditions d'occupation par les ménages de leur résidence principale. L'enquête permet également de mesurer le coût du logement pour un ménage dans une grande variété de situations. À Sarreguemines, quelques ménages seront sollicités. Une enquêtrice de l'INSEE, Madame Nimaskern, prendra contact avec eux. Elle sera munie d'une carte officielle l'accréditant. Nous passons à l'arrêt sur image. Avec le plan autonomie du Crédit Mutuel, vous gardez votre indépendance financière et votre sérénité. Mosaïque vous présente son image du jour. À Grondwiller, l'association Sport, Culture et Loisirs était en mode gala de danse et même les plus jeunes ont mis la main à la pâte. Avec le plan autonomie du Crédit Mutuel, vous gardez votre indépendance financière et votre sérénité. Peut-être n'avez-vous rien programmé pour vos sorties cette semaine. Notez que les jeunes du théâtre Studio 70 du foyer culturel présenteront ce mercredi 12 juin à 19h30 sur la scène de l'Hôtel de Ville une pièce intitulée « Dis Charles, comment tu fais les contes de fées ?» Un spectacle tout public, profitez-en, l'entrée est libre. On poursuit avec les prévisions de Météo France. Le printemps, c'est plein de petits bonheurs. Bonjour Jean, bonjour à tous. Pour ce mardi, les éclaircies s'imposent et c'est une belle journée qui s'annonce. Dans l'après-midi, des nuages bourgeonnants se développent et nous devons aussi composer avec un voile nuageux qui devient assez épais, mais c'est tout de même l'impression de beau temps qui l'emporte. Les températures repartent à la hausse, de 8 à 10 degrés pour les minimales et de 21 à 23 degrés pour les maximales. Pour le reste du pays, la pluie tombe sur l'Aquitaine et la Manche. La capitale et le centre sont partagés entre éclaircies et ondées. La Croisette, elle, sera sous le soleil. Côté température, de 12 à 22 degrés pour le nord et de 15 à 25 degrés pour le sud. Mardi 11 juin, nous fêtons les Barnabés. Le soleil se lève à 5h27 pour se coucher à 21h35. Je vous souhaite une agréable journée avec la suite de nos programmes. Publicité. Portes ouvertes samedi 15 et dimanche 16 juin avec le lancement de la nouvelle Seat Leon 3 portes. Go! C'est la journée de la création, reprise d'entreprise en Moselle-Est, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle et la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle. Pour tous ceux qui ont un projet de création, rendez-vous le vendredi 14 juin de 9h à 17h au centre de communication Smart à Ambach. Les 29 et 30 juin, grand week-end de fête à Sarreguemines pour le 22e festival des Arts de rue de la Saint-Paul. Toute la ville se transformera en une immense scène à ciel ouvert. Spectacles d'art de rue, fanfares, marché artisanal, rue des Potiers, fête de la rivière, produits du terroir et gastronomie. Samedi 29 juin dès 23h, grande déambulation nocturne dans les rues du centre-ville avec le magnifique spectacle Les Flamants Roses. Le tout en partenariat avec l'Union des commerçants qui seront ouverts samedi de 10h à 20h et dimanche de 11h à 20h. Le festival de la Saint-Paul, les 29 et 30 juin à Sarreguemines. Info sur www.sarreguemines.fr. Le monde entier dans votre voiture. Nouveau Citroën C4 Picasso de Technospace. Venez découvrir le nouveau Citroën C4 Picasso lors des journées portes ouvertes samedi 15 et dimanche 16 juin. Fin de la pub, voici la suite de nos programmes. Et voici la une du quotidien local. À la une du Républicain Lorrain, auto-entreprise, le blues des poussins qui craignent de voir leur statut limité dans le temps. Le journal propose une rencontre de plusieurs Lorrains qui se sont lancés comme auto-entrepreneurs. En page nationale, la commission Moreau remet son rapport. Le gouvernement entame donc la réforme des retraites.
Parmi les pistes proposées, certaines concernent notamment la durée de cotisation et les ponctions supplémentaires. À lire localement, plein gaz pour le handicap. L'association Moto Handicap de Woestwiller a organisé une balade en moto pour une quarantaine de personnes de la résidence Guggenheim de Sarreguemines. Nous continuons avec le JT de Mosaïque. Vous êtes face à l'actualité. Les hôpitaux de Sarreguemines et du bassin houiller connaissent désormais leur avenir. L'ARS, l'Agence régionale de santé de Lorraine, vient de présenter le projet médical pour la Moselle-Est. Comme changements principaux, on peut noter l'arrêt des activités de médecine à l'hôpital de Frémin-Merlebach, ainsi que le déplacement de plusieurs activités médicales d'un établissement à l'autre. Davantage d'informations dans ce reportage de Guillaume Dumonteil et Charlotte Gory. C'est un projet médical sans surprise qui a été présenté par l'Agence régionale de santé pour la Moselle-Est. Les principales dispositions du P2ME sont les suivantes. Premièrement, la définition de 3 établissements de proximité polyvalents, Hospitalor à Saint-Avold, ainsi que les centres hospitaliers Marie-Madeleine de Forbach et Robert Pax de Sarreguemines. 4 pôles de référence seront également créés, le pôle mère-enfant et cardio-neuropneumo au centre hospitalier intercommunal de Forbach, le pôle oncologie-dialyse à Hospitalor Saint-Avold et au centre hospitalier de Sarreguemines, le pôle gériatrique au CHIC de Lemire en collaboration avec le CH de Sarreguemines et un pôle de rééducation à Frémin-Merlebach. C'est une démarche de spécialisation des soins qui se concrétisera avec la création de services de pointe. Par ailleurs, une communauté hospitalière de territoire doit être créée entre les hôpitaux de Sarreguemines et le CHIC Unisanté. Le projet médical désormais énoncé, il va falloir le préciser afin de lever les interrogations du personnel. Nous n'avons pas les chiffrages exacts sur ce que ça veut dire en termes d'offres de soins, de lits, de places. Il va également falloir regarder la compatibilité des sites avec les nouveaux services qu'ils vont devoir accueillir. Des installations nouvelles seront déployées au centre hospitalier Marie-Madeleine de Forbach ou à celui de Sarreguemines. Ce dernier bénéficiera ainsi d'un 2e scanner. L'arrivée de nouveaux équipements résulte de l'arrêt des activités de médecine à l'hôpital de Frémin-Merlebach. Le projet médical pour la Moselle-Est prévoit le retour à l'équilibre financier pour des hôpitaux en déficit. Aucun chiffre ne circule sur des pertes d'emploi. Mais lors de sa présentation, Claude Darcourt, le directeur de l'ARS, a annoncé la création de places en EHPAD, autrement dit en maison de retraite. Roselyne Bachelot, il y a quelques années en arrière, s'était engagée à ce qu'il y ait 0 perte d'emploi sur le bassin houiller et Sarreguemines, en créant dans le secteur médico-social l'équivalent de nombre de postes de ce que le secteur sanitaire devait perdre. Donc aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins que la confirmation de ce qu'avait dit Roselyne Bachelot en son temps. Nous, ça nous va très bien. Une inquiétude existe quant aux dates de création de postes et de places en EHPAD. Le temps de les réaliser, c'est quand même quelque chose qui va encore durer 3 ans, 4 ans. C'est au Conseil général de la Moselle que reviendra le soin d'ouvrir ces lits supplémentaires. Le directeur de l'ARS actera fin juillet le projet médical pour la Moselle-Est. Les modifications sont lancées. Une page emploi pour continuer. La clé de l'emploi, c'est peut-être en Sarre et dans le Palatinat. Depuis 20 ans déjà, on envisage la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Un filon que les frontaliers français pourraient exploiter. Encore faut-il se former et parler la langue du voisin. C'est ce que rappellent une fois encore les partenaires organisateurs du Salon de l'emploi de la Grande Région. La 4e édition s'est déroulée à Saarbrück, à la Saarlandhalle. Une offre d'emploi, ce n'est pas ce qui manque. La centaine d'entreprises allemandes et françaises qui ont répondu aux sollicitations d'EURES, de l'Agence pour le travail de Sarre et du Pôle emploi de Sarreguemines proposent dans l'ensemble un ou plusieurs postes à pourvoir. Le tout est évidemment de correspondre au profil, mais avant tout de parler la langue du voisin. Car ici, les entreprises qui recrutent sont à 80% basées en Allemagne. Il y a plus d'opportunités pour des emplois qualifiés. En même temps, il y a aussi des opportunités, notamment dans les PME, où parfois on peut rentrer aussi avec un niveau qu'on ne peut pas maintenant considérer comme très très élevé, à condition, encore une fois, de correspondre aux critères et à ce niveau-là, surtout aussi de maîtriser l'allemand. La santé, mais aussi l'industrie, 2 secteurs qui proposent actuellement le plus d'offres
et qui sont en recherche de nouveaux collaborateurs en France. On a une bonne coopération avec le service public de l'emploi allemand, la Bundesagentur für Arbeit. Donc on travaille très bien ensemble au niveau justement des offres transfrontalières. Après, effectivement, on est en contact direct avec quelques entreprises aussi qui s'adressent à nous parce que les entreprises cherchent des candidats, de la main-d'œuvre. Il y a deux cas de figure. Soit il s'agit vraiment de postes qui nécessitent un profil bilingue et donc qui s'adressent naturellement à vous et aux conseillers spécifiques, donc ERS de l'agence pour l'emploi allemande, ou c'est des entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre et qui élargissent en fait tout simplement leur horizon pour recruter aussi spécifiquement des frontaliers. Et à ce moment-là, on regarde ensemble en fait si nous avons des candidats adaptés, appropriés, qui ont la volonté aussi, parce que bon, c'est quand même nécessaire aussi d'avoir la volonté de travailler en Allemagne. La volonté, l'envie de se former tout au long de la vie, d'élaborer un projet professionnel, c'est peut-être ce qui manque le plus avant même la formation. Je pense quand même qu'il y a pas mal d'opportunités pour les gens qui le souhaitent et qui donc sont prêts à le faire, de se former au niveau linguistique, d'ailleurs pas seulement pour l'allemand. Aujourd'hui, vous avez la possibilité quand même d'apprendre pas mal de langues au niveau scolaire et de poursuivre vos études relativement loin. Après, même au niveau de la formation professionnelle, il y a beaucoup de voies qui sont maintenant accessibles presque en bilingue, c'est-à-dire avec une orientation aussi vers l'autre marché. Pas forcément exclusivement l'Allemagne, parce qu'il y a aussi d'autres pays. Donc je pense quand même, effectivement, si on s'ouvre par rapport à ces opportunités-là, c'est toujours un plus, parce que même si vous restiez en France, ce qui est tout à fait bien aussi, je veux dire, on a aussi des offres d'emploi à pourvoir, et notamment les profils qualifiés, avec la maîtrise de plusieurs langues, c'est tout à fait des profils qui sont recherchés par les employeurs français également. Wir sprechen über Sie, weil meine Kollege, das ist Deutsch und Englisch und auch Französisch, das ist die drei. Prochain salon transfrontalier au mois d'octobre à Fars-et-Bersviller. Changement d'ambiance en route pour la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Ils font danser petits et grands depuis plus de 20 ans. Ce sont les animateurs et cadres de l'association du foyer culturel de Sarreguemines. Comme chaque année, les groupes de danse ont présenté leur gala de fin d'année. Cette fois encore, la diversité était au rendez-vous. Regardez. La joie de vivre, c'est le fil conducteur du spectacle proposé par les danseurs et danseuses de l'association du foyer culturel. Pour cette nouvelle édition du gala de danse de fin d'année, 20 groupes partagent la scène de l'hôtel de ville pour offrir un spectacle tout public qui convient surtout aux parents et aux proches. Il y a de la danse moderne, il y a de l'éveil à la danse, il y a du hip-hop, il y a de la break-dance, il y a de la street dance. C'est toute la panoplie des choses qui sont proposées aux enfants, aux adolescents et aux adultes. On n'est pas loin de 300 personnes même, je dirais, pour les deux groupes, l'ensemble du spectacle confondu. Y compris les 5 animateurs. Laetitia, Fanny, Mallory, Nathalie et Ross, qui encadrent les cours et ont organisé la fabrication des costumes avec la collaboration des parents. Le tout donne un spectacle haut en couleurs, composé d'enfants et d'adultes de 4 à 20 ans. Il y a des disciplines qui sont enseignées au conservatoire et qui ne le sont pas chez nous et vice-versa. Et les enfants qui veulent vraiment progresser de façon à devenir professionnels, nous les orientons vers le conservatoire. So
si vous êtes intéressé, les inscriptions se font début septembre au foyer culturel 3 rue Jacques Roth à Sarreguemines. Un autre rendez-vous convivial, il s'agit cette fois d'un repas pour la bonne cause. Grandir dignement, c'est le nom d'une association à but humanitaire qui vient en aide aux jeunes mineurs de Madagascar placés en détention. Certains sont incarcérés pour des délits mineurs, souvent provoqués par la faim, la solitude ou le manque d'éducation. D'autres sont détenus au nom de la protection des enfants des rues, victimes de maltraitance. Pour faire connaître son action publique, l'association Grandir dignement organisait sa première soirée à Frauenberg, l'occasion de présenter les actions qui sont menées, ainsi que les 2 responsables lorrains, Hélène et David, originaires de Lixin-les-Roulins, et qui sont actuellement sur place. Le but de l'association était notamment de permettre aux jeunes d'avoir un suivi éducatif, médical et alimentaire, ainsi qu'une formation professionnelle. Une autre forme d'engagement, c'est celui de 2 apprentis peintres carrossiers du lycée Hurlevent de Bérennes, qui avaient pour but de remettre en état une vieille voiture de course appartenant à une association. Ce type de partenariat courant dans l'établissement permet d'associer par ailleurs toutes les spécialisations. Julien Christophe a suivi les apprentis peintres lors de la préparation du véhicule avant d'assister à la remise des clés la semaine dernière. C'est une vieille Clio 16S qui a fait son temps, mais qui va subir ici même un sérieux lifting. L'habitacle puis la carrosserie vont être entièrement repeints. À l'intérieur, pistolet en main, Tino et Jérémy se contorsionnent pour appliquer cette première couche de bleu en brillant direct. C'est surtout, donc c'est un peu difficile, surtout dans les endroits où on a mis les barres parce qu'on n'a pas très accès pour vraiment tout peindre. Ensuite, comme on a dû cacher tout le tableau de bord, donc pour vraiment peindre au niveau des pédales et du frein à main, c'est vraiment aussi assez dur parce qu'on n'a pas accès avec le pistolet, on n'a pas assez de mouvement. Mais bon, on a quand même réussi à trouver une technique pour peindre. Donc on a un bon accès et je suis assez satisfait du travail qu'on a fait pour l'instant. Oui, bien sûr, c'est difficile à appliquer dans la mesure où on peint à l'intérieur du véhicule qui est encombré par des accessoires comme l'arceau de sécurité. Donc il faut être très souple, il faut être très vigilant pour ne pas faire de coulures, pas surcharger, ainsi de suite, quoi. Donc là, en ce qui concerne cette peinture, c'est une peinture brillant direct que l'on applique pour les intérieurs, pour des questions de facilité et de séchage rapide. Nous sommes au lycée professionnel Hurlevent de Bérennes. La peinture n'est qu'une partie du travail accompli dans les ateliers de l'établissement depuis plusieurs mois. C'est en septembre dernier qu'une association, le Chrono Racing Team de Montbronn, confie ce véhicule en mauvais état aux élèves des sections maintenance véhicules automobiles, réparation des carrosseries et enseignes et signalétique. Leur mission, c'est de la retaper entièrement. Révision complète, peinture et autocollant, mise en place d'un arceau de sécurité. La voiture devra pouvoir parcourir les circuits à la fin du délai imparti. Une fois qu'on a fini l'intérieur, on va commencer à appliquer la peinture à l'extérieur. Donc ça sera, je pense, du rouge, comme le veut le client. Et ensuite, on va préparer les jantes, préparer le capot. Et une fois que toute la peinture est terminée, on va commencer à appliquer le vernis. Et ensuite, faut voir si le client sera satisfait du travail qu'on a appliqué. Les portières, le capot sont prêts. Quelques jours ont passé et notre binôme s'attaque à la carrosserie. Ils ont enlevé quelques bosses et nettoient maintenant la tôle pour que la peinture soit appliquée sur une surface parfaitement propre et lisse. Préparer la surface, préparer la peinture, ça fait aussi partie du travail. Donc là, tu vois sur le pot, il y a marqué le volume, donc c'est 4,5 pour 1. On va dire comme si tu préfères 5 verres de whisky pour un verre de coca. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là j'ai mis les 5 verres de peinture. Là maintenant je vais mettre le durcisseur, un verre. Et ensuite je vais encore mettre un peu de diluant pour qu'elle soit un peu plus liquide parce que là elle est épaisse. Ensuite tu as des mélanges 2 pour 1, 3 pour 1, 4 pour 1, 6 pour 1. En fait chaque peinture, tout dépend de l'application qu'on veut faire, elle a un niveau de mélange on va dire spécifique. Appliquer la peinture, respecter le bon dosage, c'est justement ce que l'on apprend en terminale du bac pro carrosserie. Une formation en alternance avec 2 stages de 8 semaines en entreprise. Ce bac se prépare en 3 ans après la classe de 3e, mais les élèves titulaires de certains CAP du même secteur peuvent aussi le faire en 2 ans sous certaines conditions.
C'est ensuite dans les garages multiservices et ateliers spécialisés en carrosserie qu'il faudra chercher du travail. Le carrossier fraîchement diplômé sera alors en mesure de protéger, décorer, réparer et remettre en état les carrosseries endommagées. C'est son souci du détail, sa dextérité et sa précision qui seront sollicités au quotidien. Un savoir-faire que le propriétaire du véhicule va pouvoir apprécier aujourd'hui lors de la très officielle remise des clés en présence des élèves, des professeurs et du proviseur. Merci. Mission accomplie, la voiture est rendue en temps et en heure. Pour leur âge, ils ont fait du très bon travail. Je remercie à tous les élèves et les profs au niveau du travail qu'ils ont abouti. Ils ont très bien travaillé. Et pour la récompense, le 2 juillet à Beach, on fait le 4e salon. Ils sont tous invités gratuitement. Une entrée gratuite au salon de l'automobile de Beach, c'est bien. La satisfaction et la fierté devant le travail accompli, c'est encore mieux. Un tel projet associe toutes les filières de l'établissement et tout leur champ de compétences. Particulièrement motivant pour les passionnés de belle mécanique, il se veut aussi rassembleur. C'est du travail concret. Les élèves ne travaillent pas simplement sur des pièces qui sont détruites ensuite, c'est vraiment un travail qu'ils voient terminé. D'autre part, ça fédère également les élèves, puisque tous les élèves du lycée sont impliqués dans le projet. Ouais, je me sens fier parce qu'ils voient le travail qu'on a fait avec mon collègue. Les autres jeunes du lycée voient aussi comment on a peint, le directeur aussi. Donc il peut voir exactement notre talent de peintre qu'on a eu. Et peut-être voir si quelqu'un nous voit à la télé, peut-être un jour nous proposer un travail en tant que peintre. Donc ça fait quand même quelque chose de bizarre, une sensation bizarre. J'ai fait divers, j'ai 3 CAP, j'ai un CAP en mécanique, un CAP peintre et un CAP carrossier. Mais c'est vrai, dans l'ensemble des 3, je préfère plutôt la peinture. C'est pas difficile, c'est vraiment quelque chose de simple, facile et c'est un travail que j'aime bien faire comparé aux 2 autres diplômes que j'ai. Pour Tino, Jérémy et les autres, tout reste à faire et la vraie vie commencera après le bac, lorsqu'il faudra plonger dans le monde du travail. Un nouveau départ en somme, comme celui de la voiture, de retour à Beach après son relooking. Voilà, c'est sur ces images que s'achève le journal. À suivre, une semaine en Lorraine, restez avec nous. Chaque jour, un emploi sur Mosaïque. L'offre d'emploi à découvrir aujourd'hui est un poste d'aide-soignant dans le bassin houiller. Il s'agit d'un CDI de 20 heures par semaine sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un infirmier coordinateur. Vous accompagnez à domicile des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Des déplacements fréquents sont donc à prévoir. Sont exigés un véhicule léger, le diplôme d'état d'aide-soignant et une expérience d'1 an auprès des malades. Si cette offre vous intéresse, adressez un CV et une lettre de motivation à Madame Krohn chez AFAD, 15 route de Manom, 57 100 Thionville. Sur ce, je vous laisse avec le magazine hebdomadaire Une semaine en Lorraine. Excellente journée à toutes et à tous. Salut les Lorrains, ravis de vous retrouver dans cette toute nouvelle édition d'Une semaine en Lorraine. Vous connaissez tous à présent le principe de cette émission. Vos télés locales partent à la découverte de ce qui se passe chez vous et chez vos voisins et nous en rapportent le meilleur. Et aujourd'hui, nous nous rendrons à Vélorail, s'il vous plaît, à Petit Trader-Chin, rencontrer les défenseurs de la ligne ferroviaire Sarreguemines-Beach. Nous parlerons également des abeilles qui ont trouvé un nouveau toit, celui du carreau de Forbach en Moselle, où des ruches viennent d'être installées à l'initiative du directeur du théâtre. Abeilles qui finalement, vous le verrez, se plaisent plutôt bien dans les villes. Et puis nous irons nous balader dans les allées du Jardin de la Paix, de la citadelle de Beach, une citadelle et un jardin qui célébrait il y a quelques jours ses 10 ans. Mais avant de vous parler de jardin, parlons de bois pour une semaine en Lorraine avec les défis du bois 9e édition qui se déroulaient ces derniers jours sur les rives de la Moselle à Épinal, proposés
par l'ENSTIB, l'École nationale supérieure des technologies et industries du bois, et l'École d'architecture de Nancy. L'événement réunit une dizaine d'équipes d'étudiants qui conçoivent, réalisent des structures initiatives audacieuses et poétiques également, ce qui ne gâche rien. Je vous propose d'ailleurs de découvrir ces étudiants au travail dans ce reportage signé Vosges Télévisions. Entre terre, ciel et eau, c'est la thématique cette année. Les défis du bois, 9e du nom, poursuivent leur petit bonhomme de chemin sur les rives de la Moselle. Ils changent de site quasiment à chaque édition et se sont installés cette fois du côté du Parc du Cours à Épinal. Pour mémoire, ces défis sont proposés depuis 2005 par l'ENSTIB, l'École des technologies et industries du bois, et l'École d'architecture de Nancy à 50 étudiants français et étrangers, ingénieurs bois et architectes qui parviennent toujours à surprendre les membres de l'organisation, pourtant bien rodé. Ah oui, toujours, bien évidemment, parce que le sujet est toujours différent. Bon, depuis quelques années, on a pris l'habitude d'un lieu différent. Donc il y a une adaptation à l'espace qui n'est pas forcément spontanée et qui n'est pas une répétition de l'année précédente. Donc il y a toujours une surprise, bien sûr. La créativité des jeunes étudiants qui sont là est, à mon sens, sans limite. Et on est un petit peu là de temps en temps pour la réguler, parce que des choses un petit peu folles qu'il faut remettre à peu près dans le sens de ce qui est possible. On joue ce rôle-là, mais bien entendu qu'il y a toujours une surprise. Lancés officiellement jeudi dernier, ces 9e défis du bois sont donc à nouveau l'occasion de confronter architectes et ingénieurs qui, au sens figuré, ne parlent pas toujours la même langue. D'ailleurs ici, au sens propre non plus, ils ne parlent pas toujours la même langue. Ça pose parfois un peu problème. Déjà entre Belges et Français, vous dites 70, on dit 70. Alors parfois il y a 1m70 qui se met sur le plan alors que c'est 1m60 en vrai. Pas toujours évident. Puis en anglais avec les Autrichiens, les Canadiens aussi parfois c'est pas toujours évident. Mais ça donne justement quelque chose en plus je trouve à l'expérience. Parce que ça permet de voir qu'on ne peut pas seulement communiquer en parlant mais il faut savoir écrire, dessiner et c'est tout différent, quoi. C'est quoi qu'il en soit une expérience dont il devrait se souvenir longtemps, à l'image de Sabrina, une étudiante brésilienne qui ne regrettera visiblement pas ce si long voyage. Je trouve que c'est une expérience incroyable, j'apprends énormément. C'est super de découvrir d'autres pays, d'autres personnes et toutes ces essences de bois avec lesquelles on ne travaille pas forcément dans mon université. J'apprends beaucoup et je m'en souviendrai toute ma vie. Et avec une victoire à la clé, elle s'en souviendrait d'autant plus, mais ceci est une autre histoire. Après 8 jours et 7 nuits de travail, le verdict du jury est attendu jeudi prochain. Alors justement, on connaît le verdict du jury et on félicite Aurèle, Anaïs, Mathias, Léa et Andrea qui sont les grands vainqueurs. Bravo également à tous les défis boiseurs, comme on les surnomme, pour ce magnifique projet que vous pourrez admirer par concours à Épinal si ça vous intéresse. En Moselle, les défenseurs de la ligne ferroviaire entre Sarreguemines et Bitche ont mouillé le maillot pour se faire entendre. La ligne fermée depuis fin 2011 était pourtant utilisée par des scolaires et des salariés du pays bitchois. Certains d'entre eux sont ainsi montés sur des vélorails pour rejoindre la gare de Petit-Réderchin, partant soit de Bitche, soit de Sarreguemines. Et une équipe de Mosaïque TV justement est allée à la rencontre du collectif de défense de cette ligne. De quoi réveiller le fantôme de la gare. 20 ans au moins que les lieux n'avaient plus connu une telle animation. Encore moins depuis la fermeture de la ligne Sarreguemines-Bitche en fin d'année 2011. Une ligne que tente de ranimer le collectif d'élus nationaux, régionaux, locaux, les militants de la majorité comme de l'opposition, les syndicalistes, les cheminots et dans une certaine mesure la population locale. Pour faire entendre leur message, l'idée est cette fois de s'approprier la voie ferrée. Une manifestation comme celle-là, vous imaginez bien que la direction SNCF et RFF a freiné des cas de fer pour pas qu'elle se fasse. On a eu même des mises en demeure vis-à-vis des cheminots. Mais pour nous, la sécurité a été assurée. 48 cheminots, en plus des groupes de gendarmerie, ont assuré la sécurité tout au long de la voie et notamment au passage à niveau. Le but étant d'assurer la traversée des vélorails prêtés par une association de vigies en Moselle. Une initiative qui ne manque pas de convivialité puisqu'elle s'accompagne d'animations tout au long du parcours. C'est bien, c'est fameux parce que moi j'étais à la première manifestation à Sarreguemines. Il y avait très peu de monde, là il y a au moins la moitié en plus. Parce que c'est bien, parce que les gens se sentent concernés, apparemment par le maintien de la ligne de Sarreguemines-Bitche.
on est vraiment satisfait. On est évidemment dans la continuité, comme vous dites, mais parce que ça n'arrête pas, c'est pas un aboutissement. Donc on met la pression de bout en bout. Et je rappelle que vendredi soir plutôt, eh bien, nous avons accueilli en gare de Beach un train de marchandises, de militaires, de wagons transportant des chars pour l'armée, ce qui est l'illustration parfaite que cette ligne, elle a encore de l'avenir, puisqu'elle sert aux militaires notamment. Ce qu'il faut, c'est la réhabiliter pour le trafic voyageurs. Pourvu que le cadencement soit à la hauteur des attentes, autant que le confort des wagons et la durée du trajet acceptable, cette ligne aura de l'avenir, déclare le collectif. Lorsque on atteindra des vitesses correctes, là les gens reviendront, et puis ensuite une politique tarifaire aussi qu'il faut mettre en place, et je vous garantis que les visiteurs reviendront. D'ailleurs, ça se vérifie sur d'autres lignes en France. Le public scolaire qui va en cours à Sarreguemines, mais aussi les salariés des entreprises ou de l'hôpital Robert Pax et qui résident dans le pays de Beach auraient tout intérêt à bénéficier d'un tel service, explique-t-on. Des arguments en faveur de l'économie ou du tourisme qui ont été rappelés au ministre chargé des Transports et à la commission parlementaire numéro 21, baptisée Mobilité. Pour faire pression, le collectif sollicite également les habitants à signer une pétition qui se trouve dans les mairies et les commerces. Restons en ville pour poursuivre et pour vous parler. Une fois n'est pas coutume, d'abeilles en voie de disparition dans nos campagnes en raison de l'utilisation de pesticides. La ville pourrait bien devenir leur terre d'accueil. Après Paris, Lyon ou encore Lille, c'est au tour de Forbach d'installer des ruches sur le toit de sa scène nationale. Une initiative du directeur justement du carreau de Forbach, Régis Klein. Reportage tout de suite de TV8. Abeilles des villes, à voir. En tout cas, elles prennent leur quartier sur le toit du carreau de Forbach. C'est venu d'une idée, c'est que moi je suis aussi adhérent d'une association nationale des responsables techniques et on s'occupe entre autres de nos métiers mais aussi pas mal de développement durable. Et pas mal d'entre eux sont passionnés par tout ce qui peut être écologie et notamment sur la disparition des ruches en campagne. Et pas mal d'entre eux ont fait des tests en mettant des ruches sur le toit des théâtres et se sont aperçus souvent que les abeilles s'implantent bien en ville parce qu'on utilise beaucoup moins de pesticides qu'en campagne. Aussi bizarre que ça puisse paraître, elles se plaisent plutôt bien en ville. Après les toits des opéras de Paris, Lyon et Lille, pourquoi pas Forbach et sa scène nationale? Le temps d'obtenir l'accord de la ville et de trouver un apiculteur. Ce sera Stéphane Duvernel. Pour l'association qu'il représente, c'est une première expérience. Donc on va faire un essai cette année. Peut-être l'année prochaine, si c'est concluant, on mettra plus de ruches. Et on va regarder la qualité des miels, surtout les pesticides qu'on va trouver dedans. Selon toute vraisemblance, les abeilles devraient produire essentiellement des miels de fleurs, car il n'y a pas de champs aux alentours du carreau. Concernant la qualité des miels produits, il faudra attendre les analyses effectuées en laboratoire. Les miels produits reviendront intégralement à l'apiculteur Stéphane Duvernel. On espère qu'il y aura des petits pots marqués le carreau scène nationale, bien sûr. Parce que c'est la seule chose qu'on demande à M. Duvernel, c'est de mettre peut-être une étiquette du carreau, ville de Forbach, ça sera plutôt rigolo. Et on espère aussi pouvoir le vendre aussi à son profit. Régis Klein, directeur technique, et porté sur les questions de développement durable, espère enrayer la disparition des abeilles sur notre territoire. Des abeilles qui apprécieront peut-être également les jardins des villes, comme le jardin de la paix de Beach par exemple, qui célébrait il y a quelques jours ses 10 ans, trait d'union entre la citadelle et la ville de Beach. Ce jardin est avant tout un lieu unique de création horticole. Vous pourrez d'ailleurs y découvrir une dizaine de jardins d'artistes régulièrement renouvelés. Retour en images tout de suite sur cette manifestation proposée par TV Cristal. Le Jardin pour la paix a soufflé ses 10 bougies le week-end dernier. Au fil des années, le Jardin pour la paix est devenu un véritable centre d'expérimentation axé sur le développement durable. Il sait aussi se transformer en parcours pédagogique quand il s'agit de faire de la sensibilisation auprès des scolaires. C'est un jardin très écologique, il n'y a pas de produits phytosanitaires.
c'est vraiment du naturel. On a introduit les abeilles, les oiseaux avec les nichoirs. Je crois que si les gens de Beach peuvent, et les visiteurs peuvent s'imprégner de la qualité du jardin et la reporter chez eux, eh ben on aura tout gagné. Voilà. Mais en 10 ans d'expérience, le Jardin pour la Paix a également misé sur une jeunesse éternelle en se régénérant tous les ans grâce aux jardins éphémères. Un renouvellement qui attirerait près de 40 000 visiteurs par an. C'est un peu le caractère du jardin, c'est d'être éphémère et de se renouveler. Parce que si on gardait les mêmes jardins, les gens viendraient une ou deux fois, mais pas tous les ans. Et là, ça les oblige à revenir parce qu'il y a tous les ans des nouveautés. Pendant 10 ans, on a fait évoluer cette structure pour qu'elle donne aujourd'hui, sous le soleil, de quelle chance, j'allais dire, l'équipement qu'il est aujourd'hui très attractif pour les touristes. Pour marquer les 10 ans du Jardin pour la Paix, un rosier nommé Moselle a été planté avant que les écoliers bichois nous lâchent des dizaines de ballons dans le ciel. Différentes animations ont également été mises en place. Le Jardin des Mômes a ainsi déployé ses activités pour les plus jeunes. Paco et Sandro Laurier sont venus donner un concert gypsy pour inaugurer le nouveau jardin éphémère Salut Manouche. Les moutons étaient aussi de la fête puisqu'ils ont investi le glacis de la citadelle pour la traditionnelle transhumance. Et comme 10 ans ça se fête, le Jardin pour la Paix a veillé un peu plus tardivement qu'à l'accoutumée en proposant une balade musicale en chant lyrique. Le Jardin pour la Paix que vous pouvez découvrir également de façon ludique et instructive grâce aux visites commentées que vous propose le jardinier en chef. Vous saurez tout sur les plantes, les essences et les secrets du fleurissement du parc. Vous vous renseignez à l'adresse suivante www.citadel-beach.com. Dans quelques instants, dans une semaine en Lorraine, nous parlerons de ces militaires qui risquent leur vie pour leur pays. Certains ne reviennent parfois pas indemnes du combat. Un week-end de solidarité était organisé à Metz pour collecter des fonds afin d'aider ces soldats et leurs familles à faire face à un nouveau quotidien. Ils portent eux aussi l'uniforme et utilisent des armes, mais ils ne risquent eux jamais leur vie. Il s'agit des participants au Milsim Opération Bogota proposé par Fort Paint, le plus grand terrain de paintball de France, situé à quelques kilomètres de Buligny, en Meurthe-et-Moselle. Nous découvrirons ensemble ce passe-temps, vous verrez, pas franchement comme les autres. Mais avant vous parler de ces militaires, voici quelques grammes de finesse tout de même. Dans ce monde de brut, je vous propose de découvrir le céramiste Thiébaut Chaguet. La particularité de cet artiste, créer une œuvre sur le lieu même de son exposition. Invité par l'association Expression Libre de Bar-le-Duc dans le cadre de Renaissance 2013, Thiébaut Chaguet a créé un four itinérant pour cuire ses œuvres. Celle que vous allez découvrir dans quelques instants dans ce reportage signé Territorial TV mesure 3 mètres de hauteur. Depuis lundi dernier, l'esplanade du musée Barrois est le théâtre d'un drôle de chantier. Et pour cause, puisqu'il s'agit de la construction d'un four itinérant qui servira à cuire une œuvre en céramique de près de 3 mètres de haut. L'artiste Thiébaut Chaguet est en résidence sur Bar-le-Duc depuis le mois de mars, date à laquelle il a commencé la création de son œuvre. Cette démarche répond à une itinérance entamée depuis plusieurs années afin de réaliser des œuvres monumentales sur le lieu même où elles seront exposées. Il fait suite à un projet qui a eu lieu à Saint-Dié où j'ai créé une pièce qui s'appelle Enfer et celle-ci s'appelle Le Ciel. Et pour arriver au ciel, il faut passer par l'enfer. Cet hiver, j'ai travaillé donc mars-avril sur la réalisation de la sculpture en céramique par elle-même qu'on voit ici, qui est actuellement placée à l'envers. Pour être cuite sur un four temporaire. On a fait ce qu'on appelle les alandiers, ce sont les foyers qui sont dessous, et on va faire une boîte autour avec la fibre, et donc on ne manipule pas la pièce qu'avec un élévateur, parce qu'on ne peut pas elle fait 1 tonne la pièce. La difficulté de cuire une grande pièce, c'est d'avoir une température régulière. J'utilise un système qui consiste à remplir le four autour de la pièce de charbon de bois. La flamme du feu passe à l'intérieur de la pièce, le charbon de bois est à l'extérieur de la pièce
Et du coup, ce charbon de bois va permettre de monter la température jusque tout en haut dans un temps assez rapide. L'artiste céramiste n'est pas ici par hasard. Il a été invité par l'association Expression afin de s'insérer dans le projet Renaissance 2013. Chaguet, c'est un ami, mais au-delà de ça, c'est une performance artistique. Il est en résidence depuis le mois de mars. Il vient, on trouve quelqu'un qui veut bien l'accueillir dans un hôpital, dans un bâtiment où il y a beaucoup de place, parce que monter une pièce qui fait plus de 3 mètres de haut, qu'elle puisse sécher tranquillement. On la déménage hier, c'est une performance de l'amener ici, convoi exceptionnel. Bon, il y a tous les ingrédients de l'émotion, faut pas qu'elle casse. Elle est en terre, c'est pas une sculpture. Elle a tout de la dimension d'une sculpture, de la force d'une sculpture, mais elle a les fragilités de la terre, de la cuisson qu'elle va avoir. Puis ça va être un feu extraordinaire. On fait le four autour dans un lieu historique à Bar-le-Duc. Ça, c'est magique. Voilà. C'est notre façon à nous d'être en écho avec tout ce qui se passe sur Nancy et sur la Lorraine dans cette opération Renaissance. Durant toute la semaine, le public pouvait donc suivre l'avancée du chantier. Les jours qui ont suivi la construction du four, la pièce a été cuite à haute température avant d'être défournée le dimanche. L'œuvre sera transférée et exposée à l'espace Saint-Louis pendant 2 mois. Allez, parlons de cette opération de solidarité, comme je vous l'annonçais il y a quelques instants. Elle s'est déroulée sur la place de la République à Metz il y a quelques jours. Son but, récolter des fonds afin d'améliorer le quotidien des blessés de guerre et leurs familles. Pour l'occasion, une exposition illustrant le parcours du blessé a été présentée au public et l'équipe de Mirabel TV y assistait. Regardez. Ils sont dévoués à leur métier jusqu'à y perdre la vie. Certains reviennent blessés avec une jambe ou un bras en moins. C'est alors un virage terrible pour ces militaires. Sur la place de la République à Metz, l'ensemble du parcours du blessé, depuis l'engagement en passant par sa prise en charge jusqu'à son rétablissement et à sa réinsertion, a été présenté aux passants. L'objectif, susciter la générosité et récolter des dons pour aider les militaires blessés et leurs familles. La prise en charge de nos blessés est assurée à 100% par l'État. Le problème, si vous voulez, c'est que la prise en charge de l'État est une prise en charge administrative et l'administration, elle est toujours un petit peu inhumaine et surtout, elle a une réactivité qui n'est pas toujours optimale. Ce qui fait que dans les premiers temps de la blessure, il faut faire face à des besoins d'urgence de la famille qu'il faut héberger, qui va voir le papa, le frère, le fils à l'hôpital. Beaucoup de familles n'ont pas les moyens de traverser la France, voire de venir de l'outre-mer. Et c'est le premier pan de la solidarité. Et la solidarité, deuxième volet, intervient là pour faire le petit plus, équiper la maison, payer le petit plus d'appareillage qui va permettre d'aller sur un parc d'attractions, d'aller au sport d'hiver, de pouvoir se baigner comme les autres, d'avoir une vie la plus proche possible des gens valides. En France, l'Institut national des invalides suit près de 6000 blessés. En Afghanistan, durant les 8 ans de guerre, 800 militaires français ont été blessés. Au Mali, ce sont 200 blessés depuis janvier qui vont être accompagnés durant toute leur vie. Le caporal-chef Hadji fait partie de ces militaires grièvement blessés en Afghanistan. On était en vallée de Capissas, c'est le 11 février 2011. J'ai été victime d'un tir d'insurgés par roquette dans un véhicule blindé au retour de mission ce jour-là. J'ai perdu une jambe et un camarade à côté. Je me suis battu pour justement réintégrer le poste de maître chien. C'est un poste qui me tient à cœur et que je ne veux pas lâcher comme ça. Donc avec cette réintégration-là, je veux prouver aux personnes valides comme invalides que tout est possible. Malgré la prothèse qui se dissimule sous le treillis, le caporal-chef Hadji est davantage engagé pour la France avec son binôme Arion, un berger belge malinois. L'année dernière, 29 000 € ont été récoltés lors de cette opération. La Lorraine est une terre militaire, c'est certainement cela qui suscite l'élan de générosité des Lorrains. 2 et 3.
Alors 29 000 €, vous venez de l'entendre, récoltés l'an passé. Et cette année, bien, les chiffres viennent d'être publiés. La générosité des habitants de l'agglomération Messine aura permis de collecter 40 000 € qui permettront notamment d'améliorer l'appareillage des blessés. Ceux dont je vous parle à présent ne font pas la guerre, ils la simulent. Partons à la rencontre des participants à un jeu de rôle très réaliste, vous allez le voir, qui se déroulait il y a quelques jours sur le site de Forpaint à Blénod-les-Toul en Meurthe-et-Moselle. Équipés comme de véritables militaires, leurs armes ne tirent que des billes de peinture qu'il faut tout de même éviter. L'équipe de mylorraine.fr s'est rendue à Forpaint, le plus grand terrain de paintball de l'Hexagone. Pour un peu, on s'y croirait. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Yeah. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. C'est un lieu qui appartenait à l'armée de terre et donc on a racheté ça au domaine. Son histoire, la configuration se prêtait très bien au fait de faire un terrain de paintball. Le nouveau Milsim de cette année, c'est le MPC 5, le Milsim Paintball Challenge. Ça consiste en fait à faire de la simulation militaire. Ce qui m'attire là-dedans, on va dire, c'est l'action, les parties entre amis, les bonnes rigolades et on va dire l'aspect simulation militaire. Sans que pour autant que ce soit forcément la guéguerre, c'est vraiment plus l'immersion, l'adrénaline. Là, on reprend une histoire forcément réelle. Donc nous, on a pensé Bogota, l'aéroport de Bogota, qui est très connu pour les trafiquants qui ramènent donc la drogue en Europe, etc. L'histoire de la famille Arellano Félix. Et en fait, ils sont 4 frères. Et ces frères existent vraiment. Et en fait, on joue le parrain, les fameux frères. On fait un petit peu comme dans les jeux vidéo, on crée des scènes cinématiques, des points clés qui vont orienter le jeu. Donc le début, il faut comprendre et installer l'histoire. Il faut trouver un but. Ce but-là, il existe vraiment puisque tous les convois de banques, etc. là-haut sont sécurisés par des militaires, etc. Donc là, on a un peu transformé avec les forces spéciales. Et puis le cartel qui attaque parce qu'il a vu qu'il y avait de la richesse. Les valeurs du Milsim, c'est beaucoup de fair play, du respect. Et si on se fait toucher, respecter les règles, parce qu'il y a différentes règles. Et surtout s'amuser, quoi. Surtout ça. Les joueurs qui sont ici sont des joueurs assez différents des joueurs de paintball traditionnels. Ils viennent ici pour faire ce qu'on appelle du roleplay, c'est-à-dire vivre le réalisme absolu. C'est-à-dire qu'au niveau des règles de touche, au niveau du déplacement stratégique, ils doivent faire en sorte de vivre comme s'ils faisaient partie de la vraie vie. Ah bon, on se fait très mal parce qu'ils n'arrêtent pas de nous tirer dessus en fait, s'ils captent pas qu'on est mort. Vous êtes mort combien de fois aujourd'hui? Première fois. Sinon avant on a allumé tout le monde. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un petit retournement de situation. On avait des objectifs et puis ça nous plaisait pas. Donc avec mes collègues du cartel alcool, on s'est retourné contre le padré, on l'a dépouillé. Nous, on est principalement du Nord, donc de très grosses équipes dans le Nord. Mais bon, on va dire que Forpaint, c'est quand même le lieu de rencontre du Milsim en France. Allez, on est mort. Voilà, alors si vous aussi vous souhaitez participer à ces petites guerres à Forpaint, sachez que c'est ouvert tous les week-ends et puis le site ouvre ses portes sur réservation en semaine et également en nocturne entre 19h et minuit. Toutes les infos sont disponibles sur le site internet de Forpaint dont l'adresse est affichée sur votre écran. Pour finir cette émission, je vous propose de nous rendre au centre Pompidou de Metz, découvrir sa nouvelle exposition intitulée Beat Generation, véritable expérience sensorielle. L'exposition est une promenade virtuelle à travers un vaste mouvement culturel né durant la Seconde Guerre mondiale à New York. Parmi les initiateurs du mouvement avant-gardiste, le poète Allen Ginsberg, dont vous allez découvrir quelques œuvres dans ce reportage signé Mirabel TV. « 1943. Allen Ginsberg, William Burroughs et Jack Kerouac se rencontrent à l'université de Columbia à New York. 3 écrivains et poètes, empreints de liberté, qui ensemble vont donner naissance à la Beat Generation,
un mouvement avant-gardiste littéraire et culturel américain que le Centre Pompidou-Metz vous propose aujourd'hui d'appréhender à travers un voyage auditif et visuel autour de la figure d'Allen Ginsberg. Le commissaire de l'exposition est Jean-Jacques Lebel, qui a été très proche d'Allen Ginsberg, et notamment lors de sa période à Paris. Allen Ginsberg a confié à Jean-Jacques Lebel la traduction de ses textes. Ils ont ensemble parcouru la ville de Paris en long, en large et en travers, et donc Jean-Jacques Lebel a pu suivre Allen Ginsberg à travers ce voyage dans Paris et a réalisé 6 heures d'entretien inédit avec Allen Ginsberg qu'on propose dans cette exposition. Les documents qu'on va pouvoir découvrir, ce sont des instants de vie, ce sont des rencontres, ce sont des expériences aussi, parce qu'ils en ont fait beaucoup. De la Beat Generation, c'est un courant qui a quand même énormément marqué les années 60, 70. Allen Ginsberg est arrivé en France dans les années 60 et s'est installé au Beat Hotel, ce fameux hôtel rue Gilles-Coeur à Paris, qui a hébergé Gregory Corso, William Burroughs. Ils se sont tous retrouvés pour écrire ensemble. On a l'occasion de voir Jacques Kerouac qui se fait interviewer pour la première fois après la sortie de son livre Sur la route, et donc qui parle, qui fait une improvisation, qui lit ce livre en improvisant sur un morceau de jazz. Et on aura sur cet écran-là l'occasion aussi de voir les images de son rouleau qui a été présenté récemment à Paris dans le cadre de la sortie du film Sur la route. Autant de documents inédits présentés simultanément à Tourcoing, Rennes et Karlsruhe. Un voyage hallucinant et halluciné au cœur d'un mouvement qui s'est battu pour la liberté d'expression, la libération des mœurs, l'écologie ou contre l'homophobie et la paranoïa raciste. Une bataille dont on peut dire qu'elle trouve aujourd'hui encore une résonance à travers le mouvement des indignés. Une exposition Beat Generation qui est à découvrir donc au Centre Pompidou de Metz jusqu'au 9 septembre prochain. C'est sur ces belles images que nous nous quittons. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un tout nouveau tour de la Lorraine en images. En attendant bien, prenez soin de vous. Merci à tous pour votre attention et votre fidélité. À très vite. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.